Et donc, oui, alors moi, je vais vous parler de la scène de crime, enfin de l'imaginaire de la scène de crime dans la photographie contemporaine. Alors, je vais d'abord vous dire ce que c'est quand même qu'une scène de crime. Ça paraît idiot, mais voilà, on va quand même circonscrire cette scène de crime. Et après, je citerai quatre exemples de photographes contemporains qui ont repris le motif, l'esthétique de la scène de crime, tous les quatre avec des finalités assez différentes. Alors, donc la scène de crime a toujours matériellement existé. Néanmoins, elle n'a fait l'objet d'attention que à partir de à peu près de la deuxième moitié du 19e siècle. Dans le domaine judiciaire, elle a longtemps été réduite au seul cadavre, jusqu'à ce qu'émerge, sous l'influence de l'esprit scientifique du 19e, l'idée que l'enquête devait se rationaliser. Et donc, à partir de là, donc c'est la naissance de la police scientifique, à partir de là, la scène de crime devient vraiment l'entité fondamentale à partir de laquelle se déploie cette enquête scientifique. Néanmoins, sa prise en compte s'inscrit également dans une histoire beaucoup plus large. D'abord celle d'un changement de paradigme de la perception visuelle, donc qui reflète bien cette idée du 19e selon laquelle voir, c'est savoir. Donc, il y a une nouvelle attention aux détails, d'une part, et il y a un regard qui passe de la vision panoramique à un point de vue beaucoup plus sélectif. La scène de crime s'inscrit également dans le développement de la culture de masse, donc la presse à grand tirage et qui vraiment signe le triomphe du fait divers, le roman policier évidemment, et les spectacles de divertissement. Donc par exemple ceux qu'on donnait du bien nommé boulevard du crime, sur le bien nommé boulevard du crime, ou par exemple la chambre des horreurs de Madame Tussaud, puis repris un siècle plus tard par Grévin. Donc la photographie partage avec la scène de crime plusieurs points communs. La temporalité de l'après-coup, la mémoire de l'événement, ou encore un lien à la modernité, donc le 19e siècle. Et donc la photographie devient son médium idéal et attitré, qu'elle va partager ensuite avec le cinéma, parce que dès les débuts du cinéma, on a cette histoire de crime et cette histoire de faits divers. Donc cette scène de crime, elle naît vraiment du paradigme de l'indice, de la culture de masse, et elle a l'avantage en fait de s'adresser autant à l'émotion qu'à la raison, et d'appartenir à la fois au domaine de l'intellect et au domaine du spectaculaire, du sensationnel. Donc elle offre un lieu, un décor, un cadavre souhaité mais pas obligatoire, des indices sous de multiples formes, empreintes, traces, ou objets. Et donc ces multiples images et ces descriptions textuelles, qu'il ne faut pas oublier, ont donc constamment nourri son imaginaire et son esthétique. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu une espèce de petite anthologie de la scène de crime, donc les couvertures de l'époque, du 19e siècle. Donc là, on commence à avoir à la fin du 19e siècle, donc sous l'influence de l'enquête scientifique, on commence à avoir quand même un point de vue sur les indices, ce qu'on n'avait pas avant. Là, vous voyez, la veste, etc. Là, on commence à avoir vraiment les indices qui commencent à être importants. Voilà, ça c'est détective. Donc, voilà. Alors, l'esthétique de la scène de crime, j'en parle vite fait parce que vous allez voir que les photographes, évidemment, vont s'en servir. Donc, ces codes visuels et ces motifs iconographiques donc, ont été fixés progressivement, se sont fixés progressivement par le biais de la presse, de la photographie judiciaire, du cinéma, des séries télé ou des romans policiers. Donc, elle est associée, évidemment, avec l'éclairage au flash. Typiquement, le flash et le gros plan,
tous les deux porteurs avec la photographie d'un fort imaginaire heuristique. Donc la lumière fonctionne en effet comme la métaphore de la vérité et l'éclair comme celle de la révélation. La popularité de l'esthétique du flash est également due au fait qu'il convoque l'imaginaire de la nuit et donc du danger. Quant au gros plan, il tient évidemment de la loupe, donc l'emblème de Sherlock Holmes, et du microscope, symbole de l'observation scientifique, et il renvoie donc à cette capacité de déceler l'invisible. Donc on distingue deux sortes d'éléments iconographiques, ceux qui montrent les traces tangibles du crime, ça, voilà, par exemple, typiquement, donc cadavres, désordre, empreintes, sang ou armes éventuelles. Voilà. Et dans cette catégorie, donc, on a aussi les photographies d'indices qui sont prises, qui sont pas forcément prises in situ, mais qui peuvent être prises au commissariat ou au laboratoire de la police. C'est ce que je vous ai montré là, par exemple. Voilà, typiquement, photographie d'indices. Et puis, on a également les photos qui ne montrent rien et qui viennent plutôt de la presse, mais également de la police. Donc ça, c'est les photographies d'indices, les photographies d'empreintes. Donc ça, c'est le flash, voilà, l'utilisation d'espèces de trucs nocturnes, un peu d'ambiance nocturne. Ah voilà, ça, c'est typiquement des photographies qui ne montrent rien. Ben, c'est vrai, c'est totalement... elles montrent le quotidien, le banal, vraiment l'insignifiant. Sachant que la plus connue de ces images-là, voilà, ça ne montre rien, mais c'est des photos de crime. Et la plus banale, c'est la maison du crime. Et la maison du crime, alors là, la maison du crime, tout le monde adore. Donc c'est vraiment la maison prise en extérieur, d'une platitude visuelle absolue et vide de toute présence. Et c'est une photo qu'on a dans la presse, mais qu'on a également dans la police. Donc ça c'est des photos de presse. Mais ça, par exemple, c'est des photos judiciaires. Alors la maison du crime, ça peut être soit la maison où s'est produit le crime, ou la maison du meurtrier, mais ça peut être aussi la maison de la victime. Voilà, maison du crime, destin des maisons du crime. Du sang sur le presbytère, je vous ai mis ça en cadeau, parce que ça me faisait rire. Cadeau bonus. Alors, pendant très longtemps, la scène de crime est restée cantonnée à la photographie de faits divers et à la photographie judiciaire, mais au cours des années 60, émerge dans le sillage du pop art une nouvelle génération d'artistes qui veulent réconcilier l'art et la vie, en reproduisant ou en utilisant de nombreuses images ou objets issus de la culture ou de la production de masse. C'est ce que l'historien de l'art Frédéric Jameson a appelé le postmodernisme. Donc le motif éminemment populaire de la scène de crime ne pouvait que trouver sa place dans ces nouvelles pratiques. Donc on pense notamment à Ed Ruscha et son Royal Road Test entre art conceptuel et photographie, qui présente donc une série de photographies noires et blancs sur les restes éparpillés d'une machine à écrire jetée de la fenêtre d'une voiture roulant à 150 km/h dans le désert du Nevada. Donc les images se présentent comme des photographies de scènes de crime avec des indices et son cadavre. Ça, c'est vraiment les indices. Ce qu'a d'ailleurs Ed Ruscha, dans une interview dans les années 60, a d'ailleurs confirmé cette intention. Il a dit c'est ce qu'un photographe de la police réaliserait dans un rapport d'enquête sur la manière dont quelqu'un a été tué. Alors, je citerai également Mike Mendel et Larry Sultan, leur livre Évidence, sorti en 1977, qui sont en fait qui sont pas du tout des scènes de crime, mais qui reprennent cette esthétique de la scène de crime, alors que sont la plupart du temps d'ailleurs des photographies d'archives de scientifiques notamment. Voilà, mais rien que l'ambiance, on se dit ah, il s'est passé un crime, pas du tout. Mais c'est vraiment à partir des années 90 qu'on constate une montée en puissance de la scène de crime dans la photographie artistique. Alors, ce qui ne tient pas du hasard, puisque dans le même temps, notre culture de masse se passionne pour ce que moi j'appelle la culture forensique. Alors, je dis forensique parce que c'est le mot anglais qui regroupe, contrairement à nous, tout ce qui est médico-légal et police scientifique, alors que nous, on a plusieurs mots. Eux, ils disent forensique. C'est plus simple.
Et donc, on assiste, autant dans les séries que dans le roman policier, que dans les films, notamment à l'arrivée de scientifiques détectives en tout genre. Donc, ça, c'est souvent des médecins légistes, ça peut être des anthropologues judiciaires, des entomologistes, etc. Et donc, ça participe à cet engouement et ça fait de la scène de crime un élément absolument incontournable et majeur de notre culture populaire. Alors, je vais parler de 4 photographes qui donc exploitent à leur manière et selon leur propre finalité cet imaginaire de la scène de crime. Donc en premier lieu, on a l'artiste multimédia Willy Doherty, dont toute l'œuvre repose sur une réflexion mémorielle et politique autour du conflit nord-irlandais. Doherty est né et vit toujours à Derry, la ville devenue le symbole de la répression sanglante des Britanniques après le tragique Bloody Sunday, au cours duquel l'armée anglaise a tiré à balles réelles sur les participants irlandais catholiques et non armés d'une marche pour les droits civils. Âgé de 12 ans à l'époque, Doherty assiste par hasard au massacre et cet événement est fondateur de son œuvre parce que, dit-il, il avait grandi avec la conviction que ce qu'il voyait aux informations télévisées ou ce qu'il lisait dans le journal disait la vérité. Et après le Bloody Sunday, il s'est aperçu que, en fait, les informations officielles n'avaient rien à voir avec ce que lui, en tout cas, avait vu. Donc son œuvre oppose ainsi une vision vécue du conflit et de l'identité nord-irlandaise à la vision partiale qui domine les médias et les discours officiels. Dans ses vidéos, ses installations et ses photographies, il utilise donc cet imaginaire de la scène de crime. Donc, vous avez des images comme The Fence, par exemple, Suspicious Vehicle, At the Border ou West Ground, qui sont prises de nuit, qui sont prises au flash, et donc qui se chargent de cette atmosphère inquiétante et criminelle. D'autres images renvoient à l'idée d'indices, des morceaux de tissu, des bouts de circuits électroniques, des empreintes de pneus, des trous dans une carrosserie rouillée, douilles, débris de plastique, portières de voiture, etc. Toujours pris au flash et parfois en très gros plan. Et il réalise également des diptyques à l'aide de ces mêmes codes visuels qui viennent amplifier ces associations d'images. Donc là, c'est sa série Small Acts of Deception. Donc cette esthétique de la scène de crime renforce cette association et donc on pense évidemment tout de suite soit à un assassinat, soit à un kidnapping. Donc en fait, si Doherty fait appel à l'imaginaire de la scène de crime, c'est d'une part pour dramatiser ces mises en scène, mais aussi et surtout pour rendre immédiatement intelligible, puisque tout le monde connaît ces codes, le questionnement central de son œuvre sur la vérité probatoire du passé. De plus, cet imaginaire de la scène de crime lui permet de troubler, et de façon délibérée, la frontière entre le réel et la fiction, puisque c'est quand même ça le cœur de son œuvre. Après, je vais parler d'une photographe américaine qui s'appelle Angela Strachan. Donc, Angela voulait travailler sur les féminicides conjugaux. Et donc, pour travailler sur les féminicides conjugaux, elle a d'abord fait beaucoup de recherches sur Internet, dans la presse ou dans les différents rapports sur les violences domestiques pour retrouver des lieux de crime. Donc, elle s'est ensuite rendue aux 4 coins des États-Unis entre 2008 et 2009 pour photographier donc ces maisons du crime. Alors, sa série se compose de 2 groupes d'images qui se répondent l'un l'autre. Alors, donc, des maisons prises en extérieur et en couleur et des intérieurs domestiques en noir et blanc et à peine éclairés. Elle les légende comme si c'était un dossier judiciaire. Donc, les photos noir et blanc sont légendées avec évidence number 1, number 2, number 5. Et puis, les photos couleurs, en revanche, elles nomment le type d'arme utilisée. Donc, ciseaux, cordon de radio-réveil, grand ventilateur, pistolet, couteau, etc. Alors, pour les images de maisons du crime en couleur,
Elle emploie un dessin, une esthétique commerciale, proche d'une brochure d'agence immobilière. Alors, on est là dans la photo de crime qui ne dit rien, mais on est également, puisqu'elle est américaine, c'est une manière aussi d'évoquer cet idéal culturel américain de la banlieue pavillonnaire et son puissant imaginaire de bonheur conjugal et familial. Ces images-là, ces images-là en couleur illustrent typiquement ce que la chercheuse américaine Bernice Murphy a appelé le suburban gothic, donc le gothique suburbain, qui a émergé à partir des années 70 dans les romans et les films policiers ou les films d'horreur. C'est-à-dire le trope de la maison de banlieue d'apparence paisible qui cache un terrible secret. Donc la menace venant soit des voisins, soit de la famille elle-même. Et donc il y a vraiment l'idée de la façade propette qui cache les pires turpitudes et qui peut également se lire comme une métaphore du masque social derrière lequel se cache le meurtrier. Et de fait, les violences domestiques, c'est justement le secret et le confinement. Ces violences-là s'exercent dans l'intimité et ne sont jamais visibles de l'extérieur. Alors, quant aux images noir et blanc, il faut savoir qu'Angela est une ancienne photographe médico-légale et donc elle utilise du luminol. Et le luminol, c'est une substance qui révèle les protéines de l'hémoglobine du sang, encore présentes. Donc, en fait, elle explique que ces protéines de sang sont toujours détectables malgré le nettoyage des lieux et sont parfois détectables 20, 30, 40, 50 ans après. Et donc, les traces blanchâtres sur les meubles, les murs, les sols sont donc les traces de ces meurtres conjugaux. Et donc, certains ont eu lieu 20 ans auparavant. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette notion de temporalité, avec cette longue temporalité, c'est que c'est justement une manière de rendre visible la permanence de ces féminicides conjugaux. Et ces images, quelque part, incarnent aussi l'idée très ancienne d'un lieu qui n'a jamais marqué, qui n'a jamais maudit, finalement, par l'éruption du crime. Donc, je vous passe la série en entier. C'est gai. Surtout celui-là. Donc, évidemment, elle photographie avec la permission des gens. Hein. Mais elle m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient pas loin de déménager quand même. Bref. Donc, après, je vais passer à Eva Leitoff, qui est donc une photographe allemande, artiste photographe allemande. Donc là, on est à nouveau dans l'esthétique vraiment du banal, hein, du quotidien, dans cette photographie de scène de crime qui ne parle pas. Elle, c'est un contexte totalement différent. Elle se réapproprie l'imaginaire de la scène de crime pour dénoncer les crimes de néo-nazis et surtout le laisser-faire des autorités allemandes. Donc, elle a réalisé cette série, alors je ne vous le dis pas en allemand parce que je suis nulle, German Images Looking for Evidence, donc images allemandes à la recherche d'indices, en 2 temps. C'est d'abord un travail de fin d'études d'université qu'elle réalise de 92 à 94, et elle revient sur cette série de 2006 à 2008. Donc sa première série se focalisait sur les victimes de crimes racistes et aussi sur les auteurs néo-nazis, dans la perspective, dit-elle, de comprendre ce qui se trouvait derrière le salut hitlérien. En revanche, dans la deuxième série, l'artiste donc se concentre exclusivement sur des lieux où des assassinats ou de graves agressions ont été commis par des néo-nazis, évidemment. Donc son choix méticuleux de sites souvent verdoyants ou pittoresques et sa préférence marquée pour une lumière uniforme et douce ne doivent rien au hasard. Elle vise délibérément à donner à ces paysages de crime une atmosphère aussi ordinaire, aussi rassurante que possible. Et elles sont élaborées dans un esprit similaire à celui des clichés de Angela Strassheim. Et donc, elles affichent ces images, cette même esthétique de la brochure, mais dans ce cas-là, qui pourrait être celle d'un office du tourisme.
Donc là, par exemple, vous avez un coin de parc qui est tout à fait soigneusement entretenu, un petit paysage champêtre avec un petit pont de bois et puis un petit village au loin. Ensuite, vous avez ces placettes tirées au cordeau avec leurs trottoirs immaculés. Ou ces maisons cossues avec leurs petits jardinets bien propres. Tout est rectiligne, soigneux, impeccable, d'une netteté tatillonne. Tout dégage la quiétude, la prospérité tranquille. Donc on est quand même très très loin de l'imaginaire du danger habituellement associé à la nuit ou aux endroits solitaires ou malfamés. Néanmoins, l'aspect figé des lieux produit un effet troublant de décor en trompe-l'œil et de fait tout vole en éclats à la lecture des textes que Leithoff juxtapose aux images dans son livre ou présente sous la forme d'un fascicule mis à disposition des visiteurs lors des expositions. Ces textes indiquent la date, le lieu, les circonstances du meurtre ou des violences, mais surtout racontent les enquêtes expéditives, les suspects trop vite relâchés ou jamais identifiés et la suppression fréquente du mobile raciste dans les rares cas où un procès a lieu. Ainsi, ce petit jardin propet avec cette petite stèle, plusieurs fois vandalisée, et le parc municipal de Dessau commémore la mort d'un Mozambicain roué de coups de pied puis traîné nu à travers le parc. Sur le petit pont de bois de Viersen, un homme s'est fait insulter et physiquement agresser à cause de la couleur de sa peau par 4 jeunes jamais identifiés. À Vriesen, sur l'une de ces petites places soigneusement ordonnées, un handicapé mental de 15 ans a subi des injures racistes avant de se faire taillader le cou par un groupe de jeunes déjà connus pour d'autres agressions et étalage de symboles interdits. À Bad Frankhausen, un homme de 20 ans a traité de cochons de nègre les membres d'une chorale de gospel américaine en les menaçant de sa baïonnette, puis il a revendiqué ses sympathies néo-nazis. Sur cette place d'un quartier de Aldensleben, des affiches qui disaient « Aucun non-blanc ne doit mettre le pied ici » ont été placardées et aucun suspect n'a été identifié. Quant à ce charmant petit village de maisons à colombage, il s'agit de Shona, au lieu de l'implantation réussie du parti néo-nazi NPD, lequel s'est associé avec l'AfD l'année dernière. Et depuis 2004, il fait ici ses meilleurs scores aux élections locales, fédérales et européennes. Ici à Shona, personne n'est choqué quand l'un des conseillers municipaux exhibe un t-shirt où est écrit « Prêt pour le Reich ». Donc placé sur le même plan, d'ailleurs, ces scènes de crime et ce lieu notoirement connu pour être la vitrine légaliste et parlementaire du néonazisme est un moyen de suggérer aux spectateurs que les crimes racistes et le néonazisme, prétendument modérés, sont l'avers et le revers d'une même pièce. Associer, comme elle le fait, des exactions néo-nazies à des images ostensiblement lisses est une façon de rendre visible l'aveuglement de la société allemande vis-à-vis de la dangerosité de l'extrême droite. Lorsque Leithoff achève cette deuxième série en 2008, la menace néo-nazie est en effet toujours systématiquement minimisée, quand elle n'est pas purement niée, alors qu'elle est devenue de plus en plus visible. Après, je passe. Alors, je vous mets des très jolies photos américaines. Donc là, je vais parler du dernier corpus d'images, qui est signé Maya Messner, qui est une jeune photographe américaine. Alors, je vous raconte juste le contexte de ces images. Elle a donc photographié le Yosemite. Parce qu'en 1999, 2 femmes et 2 adolescentes ont été sauvagement assassinées dans le parc. Donc les 3 premières victimes, une femme, sa fille et celle d'une amie, ont disparu subitement de l'hôtel où elles résidaient, à l'entrée du parc, le Cedar Lodge. Leur voiture et les corps ont été découverts par hasard dans un recoin du parc 1 mois plus tard. Et quelques jours après la découverte des corps, c'est le corps de Joy Armstrong, une naturaliste employée au parc, au Yosemite, qui a été retrouvé à proximité de son logement. Voilà. Donc l'enquête a conduit à l'arrestation de Cary Steiner, l'homme à tout faire de l'hôtel Cedar Lodge, qui a confessé les 4 meurtres.
Il se trouve que 5 mois avant les premiers meurtres, Maya Messner passait des vacances avec ses parents et sa sœur dans le Yosemite, et il résidait à l'hôtel Cedar Lodge. Et 15 ans après les meurtres, sa mère lui a un jour révélé que durant leur séjour, un homme avait tenté de pénétrer dans la chambre au milieu de la nuit. Et les meurtres qui avaient commencé quelques mois après n'avaient pas cessé de hanter sa mère, qui se sentait affreusement coupable de ne rien avoir signalé à l'époque. Donc Maya, quand elle est devenue photographe, elle a voulu en faire un récit photographique. Et c'est un projet qui a abouti d'ailleurs à la publication d'un livre en 2022. Donc son récit mélange des paysages et des détails de l'hôtel Cedar Lodge, les détails étant photographiés en noir et blanc, au flash, comme des photos d'indices. Les paysages jouent un rôle majeur dans sa construction narrative et elle les inscrit délibérément dans la grande tradition photographique de l'Ouest américain, ce qui déploie en filigrane un autre récit, celui de la colonisation sanglante de la conquête de l'Ouest qui longtemps a été occultée. Le parc du Yosemite est en effet l'un des lieux les plus emblématiques de ce que les Américains appellent la wilderness, qu'on peut traduire en français par nature ou étendue sauvage, fiction qui a propagé l'idée que l'Ouest était sauvage et inhabité. Autrement dit, la colonisation de l'Ouest ne pouvait être qu'inoffensive et pacifique puisque les terres étaient inoccupées. L'un des premiers propagateurs de cette fiction est le photographe Carlton Watkins, donc, parce qu'il a été un des premiers à faire des photographies du Yosemite. Il en a fait énormément à partir des années 1860. Et ces photographies du Yosemite effacent purement et simplement la présence pourtant millénaire des Amérindiens du Yosemite. C'est-à-dire que quand il fait ces photographies, il y a des tribus amérindiennes qui vivent dans le Yosemite et qui vivent depuis très longtemps. Watkins est également l'initiateur de la tradition photographique américaine du paysage et plus spécifiquement des paysages de l'Ouest. L'un de ses héritiers, le plus connu, donc ça c'est Carlton Watkins, et Ansel Adams, qui lui aussi a exalté cette wilderness imaginaire du Yosemite, alors même que pendant toute la durée de sa production, à Ansel Adams, des Amérindiens vivaient encore dans le Yosemite. Alors Messner ne l'ignore évidemment pas, et elle cite d'ailleurs le Yosemite comme le berceau de la photographie de paysage, et elle reprend les mêmes points de vue iconiques de ses prédécesseurs, et comme eux, vide de toute présence humaine, ce qui est un exploit si on considère la fréquentation du site aujourd'hui. Et en fait, elle utilise cette tradition paysagère pour mieux en saper les fondements, c'est-à-dire qu'elle joue après sur les associations. Voilà. Elle joue après sur les associations pour souligner l'artificialité justement de la wilderness et des représentations du Yosemite. Donc elle juxtapose par exemple un paysage grandiose à une grossière et maladroite copie en peinture dans une des chambres du Cedar Lodge d'un célèbre cliché d'Ansel Adams. Ou par exemple elle juxtapose ça à un énorme ours en plastique planté au milieu des pins. De la même manière, en les associant, ces paysages, à des détails pris façon photographie judiciaire, Messner les lie donc à l'idée du crime, ceux de Steiner, mais aussi en creux, ceux de la conquête de l'Ouest. Et de fait, reprendre cette tradition photographique clairement identifiée au mythe de la frontière pour évoquer un serial killer n'est pas anecdotique. Car pour de nombreux historiens américains, la prodigieuse popularité des serial killers montre combien la violence est constitutive de la culture et de l'identité américaine. Richard Slotkin, par exemple, a montré le rôle déterminant de la conquête de l'Ouest dans la vision d'une violence positive, nécessaire parce que civilisatrice. Et donc, ainsi, la glorification de pionniers sans foi ni loi et le culte de comportements dominateurs et agressifs explique pourquoi, aujourd'hui, le serial killer est souvent considéré comme un avatar moderne de la figure du cow-boy. Et comme le dit Maya Messner, le Yosemite et son serial killer, c'est un condensé de l'Amérique.
Voilà.